va arriver dans une période où il va falloir qu'on commence à renégocier un contrat pour les 3 ans à venir dans ce marché qui a pris des volumes déraisonnés. Alors moi, ce que j'espère d'ailleurs dans les 5 mois qui viennent, c'est que cette indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz va commencer un petit peu à s'étioler. Parce que ce qui fait le prix fou à ce moment d'électricité, c'est en fin de compte, c'est le fait que l'électricité est indexée sur le prix du gaz. Parce qu'il me semble que le coût de l'électricité actuellement à produire, il n'a pas multiplié par 10 dans certaines centrales, qu'elles soient hydroélectriques, qu'elles soient nucléaires ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que le coût de fabrication d'électricité est multiplié par 10. Alors, si on passe très rapidement sur la question des sanctions à l'encontre de la Russie, qui ont fait augmenter les prix du gaz, etc., gaz qu'ailleurs russe qu'on récupère par d'autres biais, ce qui nous permet juste de le payer plus cher, et qu'on se concentre uniquement sur la question du marché de l'électricité, de l'énergie, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit quand on parle de ce fameux marché de l'énergie, justement ? Alors, la première partie, ça a été de détricoter le système énergétique de la France, où en fait on avait quelque chose d'extrêmement simple. On avait l'État qui était actionnaire d'EDF à 100%, et puis les usagers. Et l'État fixait des prix de vente de l'électricité qui n'étaient pas trop chers, mais qui permettaient à EDF de gagner un tout petit peu d'argent et d'investir dans ces productions d'électricité. Et d'entretenir ces centrales avec les bénéfices. Et d'entretenir, vous avez raison, correctement ces centrales avec des bénéfices légers, juste ce qu'il faut pour payer. Et en fait, ce système fonctionnait extrêmement bien. On avait l'électricité la moins chère du monde. Et d'un coup... Et on l'exportait. Et on exportait de l'électricité. On en avait trop. Donc quand on en avait trop, on pouvait l'exporter, ce qui nous donnait en plus un volant de sécurité et des devises en même temps. C'est un système formidable qui a été complètement détruit. Ça a commencé par Sarkozy, les LR, qui ont accepté que le marché européen de l'électricité, c'est de démanteler EDF, de faire en sorte qu'on ait l'AREN. L'AREN, c'est quoi ? C'est qu'EDF, cette année, en fait, a vendu à peu près 40% de la production d'énergie nucléaire en dessous de son prix de revient. Donc 30% de son prix de revient. Donc à perte. J'ai envie de dire à ce boulanger, vous pensez que le système, c'est comme si vous, boulanger, vous produisiez des baguettes et que vous les vendiez 30% moins cher à vos concurrents boulangers qui sont installés à côté de chez vous. C'est exactement ce qu'on fait. On a créé des espèces de fournisseurs privés d'énergie qui ne font que commercialiser, qui sont des parasites qui récupèrent l'électricité d'EDF à 40 € le mégawattheure et qui le revendent parfois 10 fois, 20 fois plus cher. Et qui le revendent soit aux gens, soit sur le marché européen de l'électricité. Le problème, c'est que donc, ce marché européen de l'électricité, c'est un bordel total, c'est un embrouillamini incroyable. Le problème, en plus, c'est que ça subventionne en fait l'électricité allemande. Ça fait monter le prix de l'électricité française au même niveau que l'électricité allemande. Si vous regardez sur les prix de l'électricité au quotidien sur RTE, c'est toujours les mêmes prix entre la France et l'Allemagne, parfois même au centime près. Pourquoi ? Parce que ça subventionne l'électricité allemande. Le prix de l'électricité nucléaire à 60 € contre 800 € pour l'électricité au gaz, finalement tout ça est écrasé, mis dans le même panier et on subventionne. Et on a mis plein de parasites financiers, donc ces fournisseurs privés qui ne produisent rien et qui encaissent de l'argent, et des spéculateurs financiers qui jouent sur des contrats financiers, des contrats forward, des contrats futurs sur le marché de l'électricité, qui transforment ce marché en un casino avec une volatilité de dingue, dont tout le monde paye finalement les coûts. Et alors, il y a cette fameuse question de l'indexation de l'électricité sur le gaz, donc gaz qui coûte plus cher que l'électricité, enfin qui coûtait plus cher. L'électricité nucléaire, voilà. Comment on explique ça en fait ? Qui a décidé de ça ? Pourquoi certains pays ont réussi à ne pas en être ? Je pense à l'Espagne. Il l'était en fait, il l'était. Tout le monde est dans le marché européen de l'électricité, tous les pays. C'est la Commission européenne qui est instrumentalisée par l'Allemagne, qui a fait une réforme qui est favorable à l'Allemagne et qui subventionne l'électricité allemande. Mais comment ils en sont sortis alors, ceux qui ont réussi à le faire ? Alors ceux qui sont sortis, c'est juste l'Espagne et le Portugal pour 1 an. Donc normalement ça se termine cette année en avril. Ah bah c'est bien, ça va être un retour en fanfare. Ah, exactement. Ils ont eu une dérogation d'1 an en prenant un prétexte qui est... que la Commission européenne a entendu, qui est de dire qu'ils ne sont pas assez reliés au réseau. Les lignes électriques sont trop faibles entre la France et l'Espagne, et donc ils ne sont pas assez bien reliés au reste du réseau européen, donc il faut qu'ils en sortent. Ils ont été très malins, ça leur a permis d'avoir une électricité souvent 2-3 fois moins chère que la nôtre. En général, ils s'en sont très bien sortis, les Espagnols et les Portugais, parce qu'ils ont appliqué des solutions nationales très simples, comme on avait avant.
Et donc, ils en sont sortis. Maintenant, ils doivent y rentrer au mois d'avril. Et la France. Ce sera intéressant de voir, du coup. Exactement. On va voir la Commission européenne. Mais la Commission européenne ne va pas essayer de faire de bruit en pleine crise. Peut-être qu'ils vont leur accorder 6 mois de plus pour pas que ça se voit que l'Union européenne impose un marché européen qui détruit, en fait, l'économie espagnole. Ils essayent toujours de se cacher et de diriger dans l'ombre. Et contrairement à ce que dit Macron, la France pourrait faire exactement comme l'Espagne, sortir du marché européen de l'électricité, du mécanisme européen qui fait monter ses prix, qui fait que ses prix sont 10 fois plus chers que nos coûts de production, et ensuite remettre un tarif réglementé de vente, en fait, d'électricité, où tout le monde s'en sort. Grosso modo, on peut considérer qu'entre l'énergie nucléaire qui est à 60 €, comme les énergies renouvelables, en termes de coûts, et le gaz, l'énergie importée, quand on en a besoin, qui est plus cher, on se retrouve avec un prix à 100-130 €, où EDF gagne de l'argent, les producteurs d'électricité gagnent de l'argent, donc essentiellement EDF. Et les Français peuvent payer, on divise par 3 la facture et tout le monde est content. Malheureusement, Macron ne veut pas le faire parce que lui, il a une foi religieuse dans l'Union européenne. Donc plutôt que de défendre les Français, il préfère défendre l'Union européenne. Et en fait, voilà, on en paye le prix. Et que les Français se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de tout liquider, leurs boulangers, leurs commerçants, leurs artisans, leur industrie, leurs entreprises, pour faire plaisir à l'Union européenne, où il ne faut pas se poser la question d'en sortir tout simplement pour plus avoir de problème. Alors justement, Philippe Murière, ça fait 3 quarts d'heure qu'on discute sur tous les maux qui frappent notre pays, qui dépeignent une situation pour les Français de plus en plus compliquée, un appauvrissement permanent et progressif. La semaine dernière, il y avait une manifestation des Gilets jaunes qui était organisée en grande pompe. Il y avait eu quand même de la communication. On ne va pas se mentir, c'était un résultat plutôt affligeant. En fait, quelques milliers de personnes, si je suis gentille. En fait, c'était à Paris, parce qu'il y en a eu aussi en province. À Paris, il y a eu 5, peut-être 10 000 personnes au moment où il y avait le plus de monde. Avec 5 000 personnes. Je ne suis pas un spécialiste du comptage, j'ai vu des vidéos de haut, toujours difficile de juger. Effectivement, ce n'est pas le million de gilets jaunes qui allaient dans la rue tous les week-ends au plus fort des manifestations des gilets jaunes. En Avec 2018. Une situation bien moins inquiétante que celle d'aujourd'hui, sur le plan économique. Tout à fait, tout à fait. Mais à ce moment-là, il y a une différence, c'est qu'à ce moment-là, les Français croyaient encore en leur gouvernement, en leur classe politique, un petit peu. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'en allant dans la rue, en protestant, en faisant des cahiers de doléances pour Macron et en protestant, en fait, Macron allait lâcher du lest, leur dire « bon, je vous comprends, vous vivez mal, je vais lâcher du lest et je vais faire un peu pour vous », après avoir fait beaucoup pour les plus riches. Le problème, c'est que là, les Français, qu'est-ce qui s'est passé? Les Gilets jaunes ont été victimes d'une répression policière absolument énorme. Moi, j'ai fait des manifestations des Gilets jaunes pour observer, j'ai vu des choses incroyables, c'est-à-dire des Gilets jaunes très calmes, sur lesquels on balançait du gaz lacrymogène jusqu'à ce que les gens s'énervent. C'était à l'époque du préfet Lallemand, à Paris. À l'époque du préfet Lallemand, qui a d'ailleurs reconnu récemment, enfin, est-ce qu'il a reconnu ou pas, je ne sais pas si c'est vrai, mais il a dit on a failli tirer sur la foule. Oui, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas être obligé de tirer sur la foule. Voilà, on est dans un pays qui était un pays de liberté, un pays de respect entre le pouvoir et le peuple, et là, ils en sont à tirer sur la foule, comme dans les pires dictatures chiliennes. Enfin, ils en sont à l'envisager. À l'envisager. Ouais. Ils y sont d'accord, mais ils en sont à l'envisager. Et ils ont quand même tiré des coups de LBD, donc, qui ont crevé 17 yeux de manifestants, et parfois des gens extrêmement pacifiques qui n'avaient rien à voir. On a les vidéos, il y a eu des mains arrachées, et donc une répression policière hyper violente. Donc c'est pour ça que premièrement, les gens ont peur de descendre dans la rue pour 2 raisons. Ils ont peur, un petit peu peur, parce qu'ils ont peur d'être ciblés par la police, c'est la répression policière qu'ils ont vue. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils croient plus trop que les doléances vont être écoutées par le gouvernement. Ils ont compris que c'est une caste qui est déconnectée et qui s'en fout d'eux et qui ne les écoutera plus. Donc c'est les 2 raisons pour lesquelles ça, pour le moment, ça n'a pas pris, je pense. J'espère que ça prendra. Et alors justement, à quoi s'attendre pour le 19, fameuse manifestation contre la réforme des retraites, les syndicats? On n'a pas parlé des syndicats d'ailleurs. Est-ce que les syndicats aujourd'hui ont encore la confiance des Français? Lesquels? On ne sait pas. Il y a plusieurs partis politiques qui vont participer aussi à ce mouvement qui devrait être d'ampleur. À quoi s'attendre là? C'est vrai, il y a tous les syndicats, même les syndicats de cadres qui vont aller manifester contre la réforme de retraite, qui fait l'unanimité contre elle. Bon, je pense que d'évoquer les syndicats, j'ai vu un petit sourire sur votre visage. Effectivement, plus personne ne pense que les syndicats sont crédibles et défendent vraiment les salariés. Ils n'ont d'ailleurs pas défendu les soignants suspendus, les pompiers suspendus parce qu'ils ne voulaient pas prendre le vaccin. Ils étaient d'ailleurs même pour le pass vaccinal contre travailler, ça ne leur posait aucun problème. Depuis des années, on voit qu'ils sont complices de Macron et tout ce qu'ils font, en fait, c'est ce que je ne sais plus qui avait sorti cette phrase, c'est que si jamais on remettait l'esclavage, la CFDT négocierait le poids des chaînes. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas de crédibilité, c'est des alliés du pouvoir.
Ceci dit, ça va donner quelque chose quand même. Il y aura du monde dans la rue, très probablement. Et plus il y aura de monde, franchement, plus ça mettra Macron sous pression sur la réforme des retraites et ça peut le faire reculer. Mais très honnêtement, je pense que c'est qu'une première étape. Il n'y a que la grève générale sans date de fin qui peut faire reculer Macron et l'empêcher de faire la réforme des retraites. Mais ce qui est très important, c'est que si ça, c'est décidé, que les syndicats ont le courage de dire grève générale pendant une semaine ou sans date de fin pour le faire plier, Macron sera obligé de plier. Il pliera sur cette réforme des retraites à 64 ans, donc le peuple aura gagné de ne pas avoir cette réforme, mais il pliera sur toutes les réformes à venir, parce que son mandat sera profondément abîmé et il sera délégitimé. Et s'il ne plie pas? S'il ne plie pas, il va mettre la France en ruine et il va au bout d'un moment, de toute manière... Si je peux me permettre, quand les raffineries ont fait grève, il y a quand même été la question des réquisitions. Mais au bout d'un moment, quand ça ne marche pas et que les gens sont en grève générale, tranquillement, et que le roi au-dessus ne veut pas écouter, qu'il est en train de ruiner le pays, au bout d'un moment, il y a une pression de plus en plus forte sur ses épaules pour qu'il lâche du lest et que la grève générale s'arrête, qui risque d'étouffer tout le monde et les grandes entreprises. Donc c'est pour ça qu'à mon avis... La pression ne viendra pas de la rue, ça sera la pression du patronat. La pression viendra du patronat et de la casse pour empêcher. Voilà, les gens auront peur s'il y a une détermination et une grève générale, fondamentalement. Donc c'est la seule chose qui peut vraiment fonctionner, je pense. Mais il faut que les gens retrouvent leur orgueil, arrêtent de se terrer, d'avoir peur d'être appauvris, de réformes antisociales de plus en plus violentes, qui redressent la tête et qu'ils aillent dans la rue le dire à Macron, le dire à cette caste arrogante et dire non, on n'est pas d'accord avec la régression de tous nos droits, avec le fait de plus pouvoir travailler mais pas avoir de retraite. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, que le peuple français retrouve son orgueil et son courage là-dessus. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Philippe Meurer, d'être venu jusqu'à nous pour tout ce sujet pas très reluisant, hein, il faut bien être honnête. Je rappelle quand même le nom de votre dernier ouvrage, Sortir du capitalisme du désastre, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, que vous pouvez trouver dès à présent sur la boutique officielle sur tvl.fr. En attendant, chers amis, si vous ne l'avez pas encore fait au début de cette émission, il est encore temps de partager cette vidéo, de commenter bien entendu juste en bas. J'essaie toujours de vous répondre au maximum. Et puis bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air, ça améliore le référencement et ça embête YouTube. Et rien que ça suffit à mon petit plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt et portez-vous bien.